Le quotidien Les Échos a publié des informations inquiétantes sur la production automobile française. Pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver en plein été. Moi, je prends des congés, notamment dans ma maison de campagne, dans la Nièvre, mais je circule un petit peu en France pour prendre le soleil et aussi pour m'intéresser à ce que me disent mes compatriotes. J'ai d'ailleurs pu noter que l'UPR et moi-même sommes de plus en plus connus et bien connus dans un certain nombre d'endroits de France, ce dont je me félicite. Voilà. Alors là, c'est le 9 août, on est quasiment au plus creux de l'actualité, et pourtant, il y a une actualité très importante. C'est la raison pour laquelle je suis revenu, comme je l'avais promis, pour faire cet entretien. Je vais essayer d'en faire tous les 15 jours. Je suis revenu pour m'entretenir avec vous. Alors, effectivement, c'est peut-être l'un des dossiers les plus importants qui passe sous silence, parce que c'est sorti le 6 août. En gros, on n'en parle pas. Le journal Les Échos a demandé à un cabinet de consultance de faire le point sur la production automobile française et a publié un article sensationnel, enfin sensationnel, un article qui a fait sensation dans le petit microcosme, un article sur la production automobile française qui va connaître un plongeon de 22% en moins l'année prochaine, en 2020. Il y a une courbe que j'ai publiée, d'ailleurs une analyse de ce dossier sur le site, je vous invite à vous y reporter. Il y a une courbe qui a été présentée par le journal Les Échos qui montre qu'en 2004, il y avait en France 3 660 et quelques mille véhicules produits, c'est-à-dire en gros 3 700 000 véhicules produits en France métropolitaine en 2004. Et en 2020, on nous en annonce 1 700 000, c'est-à-dire une chute de plus de la moitié en l'espace de 15 ans. Alors, face à un tel scénario, il faut quand même bien comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire que si la production automobile n'est plus faite en France, elle va être faite ailleurs, puisqu'en fait, il s'agit de délocalisations industrielles pour la plus grosse partie de cette hémorragie. Entrons dans le détail. On a appris, en tout cas c'est ce que le journal Les Échos rappelle, ce sont parfois des décisions qui remontent à quelques semaines, voire à quelques mois. On a appris que PSA va délocaliser 98 151, excusez le détail, à peu près 100 000 voitures 208 qui étaient produites dans son usine de Poissy dans les Yvelines, qui vont désormais l'être dans une usine à Kénitra, au Maroc, qui a été inaugurée en grande pompe, avec d'ailleurs Sa Majesté le roi du Maroc, aux alentours du 21 juin dernier. Alors officiellement, c'est pour mieux pénétrer le marché africain. Officieusement, bien entendu, c'est pas la seule raison. En réalité, ces voitures 208 avaient déjà été en partie délocalisées en Slovénie, je crois. Mais avec le Maroc, on va fabriquer des voitures dans une zone qui est hors zone euro. Le dirham marocain est annexé sur un panel de monnaie qui tient compte à 60% du dollar et à 40% de l'euro, ce qui signifie que lorsque le dollar est faible, eh bien le dirham marocain suit plus le dollar que l'euro, et donc il est beaucoup plus avantageux, évidemment, de fabriquer là-dedans. Ça n'est que la question monétaire. Bien entendu, il y a aussi la question des coûts sociaux, salariaux et environnementaux. Je ne vous fais pas de dessin. Le niveau de vie au Maroc, les salaires au Maroc, les cotisations sociales au Maroc sont évidemment très inférieures à ce qu'elles sont en France. On a appris par ailleurs que PSA allait également transférer la fabrication de 146 220 Peugeot 2008 qui sont actuellement produites dans son usine de Mulhouse et qui vont désormais l'être à Vigo. Vigo, c'est en Espagne, c'est tout à fait sur la côte ouest de l'Espagne, juste au nord du Portugal. C'est dans la partie qu'on appelle la Galice. Eh bien, il va donc y avoir plus de 180 000 voitures qui vont être produites en Espagne. À ceci s'ajoute le fait que Renault a décidé de transférer la fabrication de 41 339 Clio qui étaient produits dans son usine de Flins dans les Yvelines, qui vont être désormais à Bursa en Turquie et à Novo Mesto en Slovénie. C'est donc la troisième hémorragie, cette fois-ci qui concerne Renault. Et puis on a appris également, toujours par le journal Les Échos, que la production des Opel Grandland X, vous savez qu'Opel a été racheté par le groupe PSA, il y a 70 000, enfin 69 553 pour être précis, Opel Grandland X qui ont été produites l'année dernière dans l'usine PSA de Mulhouse, enfin l'usine Opel, pardon, de Mulhouse, et qui vont désormais l'être
dans l'usine Opel de Eisenach en Allemagne. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas de bénéficier de coûts salariaux inférieurs, ni d'une meilleure évolution de l'euro, comme c'était le cas pour les cas précédents. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit simplement que lorsque PSA a racheté le groupe Opel à General Motors, dans la corbeille de la mariée, le groupe PSA avait pris l'engagement de ne pas faire de plan social drastique, de maintenir l'emploi. Or, il y a un an, justement, PSA a commencé à annoncer des licenciements de 800 personnes en Allemagne. Et donc, Mme Merkel avait tapé du poing sur la table. Donc, en fait, PSA est obligé de transférer de la production dans l'usine Eisenach, ex-Opel, en Allemagne, pour satisfaire les exigences de Mme Merkel et les engagements qui avaient été pris vis-à-vis d'elle. Voilà. Alors tout ceci, ça donne à peu près quelque chose comme à peu près 350 ou 360 000 véhicules transférés. Ajoutez à ceci un recul de la production globale française qui est estimé à 102 000 véhicules, et ceci du fait de la mauvaise tenue des commandes. Il y a certains modèles qui marchent mieux que d'autres, mais globalement, la tenue, le marché est assez faible. Il est faible en France, il est faible en Allemagne, il est faible aux États-Unis, mais le marché automobile européen est particulièrement touché. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les gens ont de moins en moins d'argent, les politiques récessives qui sont constamment imposées au peuple par l'intermédiaire de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, ces politiques qui visent à diminuer tout le temps les retraites et prélever davantage de taxes, etc., a un effet concret. Pas seulement les manifestations des Gilets jaunes les Français qui voient leur niveau de vie décroître, mais lorsque le niveau de vie des gens décroît, ils achètent moins. On en arrive ici à un point absolument fondamental que beaucoup de nos responsables politiques ont oublié. Quand je dis beaucoup, c'est la quasi-totalité d'entre eux. C'est que c'est très gentil de dire, voilà, il faut supprimer les charges pesant sur les entreprises, il faut les diminuer, etc. C'est vrai que sur un certain nombre de PME, les charges sont excessives. D'ailleurs, lorsque nous arriverons au pouvoir, nous diminuerons les taxations sur les entreprises ainsi que les cotisations sociales, mais sur les PME. En revanche, les très grands groupes qui, eux, dégagent des profits absolument mirobolants et qui s'ingénient par le système des vases communicants et les transferts d'écriture permises par les mouvements de capitaux à faire apparaître des bénéfices très faibles en France pour ne pas être taxés à l'impôt sur les sociétés, celles-là, nous les ferons payer. En attendant, puisque les classes moyennes en France et dans le reste de la zone euro ont de moins en moins d'argent, il est normal qu'ils achètent moins de véhicules. Résultat, la France voit ses carnets de commandes baisser, pas surtout. Il y a le modèle Zoé, par exemple, qui marche bien. Et il y en a d'autres, la Nissan Micra, qui marche pas bien et qui était fabriquée en France. Voilà. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que la France va à peu près perdre la production de 500 000 voitures dans l'espace d'un an, en 2020. Alors, il y a un moment à partir duquel il faut prendre de la hauteur de vue. J'avais posté un article, un dossier sur le site internet et sur nos pages Facebook. J'ai vu un certain nombre de personnes qui étaient un petit peu narquoises en disant oui, mais tout ça, c'est les voitures françaises étaient de meilleure qualité. Non, c'est pas du tout vrai. Le mythe selon lequel les voitures françaises seraient de mauvaise qualité est un mythe. Je ne dis pas que les voitures françaises sont forcément toujours du top qualité. C'est vrai que certaines berlines allemandes, de Mercedes ou de BMW, pour ne pas les citer, ont meilleure réputation du point de vue de la solidité. Mais je rappelle quand même que la France, les productions françaises, a fait des très très gros progrès, que d'ailleurs, on a des équipementiers automobiles qui vendent des équipements pour à peu près tous les fabricants d'automobiles mondiaux, que les modèles sont souvent des modèles composites avec des venus de différents endroits. Et donc c'est un peu un mythe que de dire que les voitures françaises seraient mauvaises. Et puis de toute façon, ça n'est pas la question. La question n'est absolument pas là. La question, ce n'est pas qu'on ferme les usines parce qu'on n'arrive pas à vendre les modèles. La question, c'est qu'on délocalise les usines qui marchent très bien, la 208 ou la 2008 ou ce qu'on appelle les modèles SUV qui sont des faux 4x4. Tout ceci marche particulièrement bien, mais on les délocalise. Pourquoi on délocalise ça? En Slovénie, en Turquie, en Espagne ou au Maroc, parce que les salaires sont évidemment beaucoup plus bas, ainsi que les cotisations sociales. Et pour des pays comme la Turquie ou le Maroc qui sont en dehors de la zone euro, il y a en plus le facteur monétaire qui joue dans le même sens. Pourquoi ça? Vous le savez, je l'ai dit depuis des années, et je le redis de nouveau, parce que nous autorisons les entreprises à délocaliser leurs industries. Et depuis quand?
J'ai vu un commentaire sur une page Facebook où, commentant ce dossier qui disait oui, oh ben, de toute façon, l'Europe n'y est pour rien, ça fait belle lurette que les capitalistes délocalisent leur industrie, etc. Non, 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 non. Ne tombez pas dans le panneau de certains partis de gauche ou d'extrême gauche qui veulent faire croire aux Français que tout ce qui nous arrive serait de la faute du capitalisme et que tant qu'on resterait dans une société capitaliste, il n'y aurait rien à faire. Je peux comprendre que des gens veuillent sortir du système capitaliste. Ça s'appelle le communisme. Très bien, je peux le comprendre. Mais dire que c'est parce qu'il y a le capitalisme que les entreprises font des délocalisations, c'est faux. Pendant des décennies entières, il n'y avait pas de délocalisation et pourtant nous étions en régime capitaliste. Il suffit de remonter dans les années, avant les années 1986. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit dans plusieurs conférences, mais je le redis ici, parce que je vois que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ça n'est pas nouveau que les salaires sont plus chers en France que ce qu'ils sont en Inde ou au Vietnam ou au Maroc. Ça n'est pas nouveau. Ça fait des décennies, on peut même dire que ça fait au moins 1 siècle et demi ou 2 siècles que ça dure. Ce qui est nouveau, c'est que l'on autorise les entreprises françaises à aller faire travailler des salariés dans ces pays à très bas coût de salaire pour y faire des productions qui ensuite vont être importées en France. C'est ça qui est nouveau. Ça s'appelle les délocalisations. Et renseignez-vous, le mot de délocalisation n'existait pas dans la langue française jusqu'à la fin des années 1980 du XXe siècle. C'est quoi les délocalisations ? C'est autoriser une entreprise à sortir de France des capitaux par centaines ou voire par milliards de francs à l'époque, d'euros maintenant, pour construire des usines. Parce que l'usine de Kénitra au Maroc, que PSA vient d'inaugurer, elle n'est pas sortie d'un chapeau. Il a fallu que le groupe PSA sorte de France des centaines et des centaines de millions d'euros pour construire cette usine. Eh bien, jadis, ou naguère, puisque ceci était valable jusqu'en 1986, PSA n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas obtenu l'autorisation des pouvoirs publics, parce qu'il y avait ce qu'on appelait un contrôle d'échange. Et les pouvoirs publics auraient certainement dit non. Sauf à prouver que la production des 208 au Maroc était destinée uniquement au marché marocain, voire au marché d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale. Mais si c'était des voitures qui étaient destinées à une réimportation en France, le gouvernement français aurait dit non. D'ailleurs, l'usine de Vigo dont je parlais pour fabriquer les 2008 de Peugeot, on a appris que Peugeot PSA a fait un investissement de 500 millions d'euros. Et d'ailleurs que l'Espagne a versé à Peugeot 20,5 ou 20,7 millions d'euros dans la corbeille de la mariée pour favoriser cet investissement en Espagne. Donc, là où le bas blesse, là où est l'origine des problèmes, ça n'est pas dans le capitalisme. Oh oui, bien sûr, on peut dire que c'est la loi du profit maximal, bien entendu. Mais le capitalisme peut être régulé. Il était régulé dans les années 40, 50, 60, 70 et 80 du XXe siècle. Il y avait un État qui était souverain et qui imposait des règles du jeu que l'initiative privée n'avait pas le droit de franchir. Désormais, avec l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont j'ai souvent parlé, je sais bien que certains ricanent. Mais c'est l'origine du problème. Avec cet article 63, désormais, la France, le gouvernement français, ne peut plus interdire à PSA d'investir 500 millions d'euros en Espagne dans son usine de Vigo pour y fabriquer des 2008 et pour virer la fabrication de ces voitures qui étaient fabriquées à Mulhouse, au détriment des salariés de Mulhouse. Est-ce que c'est clair ? Alors, il y a quelque chose qui m'agace profondément dans toute cette affaire. C'est que, bon, ça c'est l'exemple de la production industrielle automobile, mais on pourrait le dire... La production industrielle à peu près dans tous les secteurs, que ce soit la papeterie, que ce soit la mécanique, que ce soit l'aéronautique, etc. Vous savez que l'industrie française est en train d'être détruite progressivement par ce système. Et pourquoi ? Parce que nous avons le cumul de plusieurs décisions, la libre circulation des mouvements de capitaux qui permet aux entreprises d'aller investir dans des pays à très bas coût de salaire. Deuxièmement,
les Français, parce que depuis 150 ans, il y a eu des luttes sociales en France, il y a une couverture sociale, les Français ont globalement une bonne couverture sociale et des salaires qui étaient satisfaisants par rapport à d'autres. Donc évidemment, à partir du moment où on autorise de faire travailler des gens beaucoup, beaucoup moins chers, la loi du profit fait que les gens vont aller là où c'est moins cher. Et puis la troisième raison, c'est la question monétaire, c'est que l'euro est surévalué et est trop cher. Et donc, je voudrais insister ici sur l'aspect le plus fondamental. J'en ai assez, et je crois que tous les adhérents de l'UPR en ont assez, de voir que notre pays, mois après mois, semestre après semestre, année après année, perd ce qui est l'origine de la richesse collective, c'est-à-dire d'abord et avant tout la production industrielle. On pourrait d'ailleurs en dire malheureusement de la production agricole. Donc, nous ne prenons pas, depuis maintenant plusieurs décennies, les autorités publiques qui devraient avoir ce problème-là en lettres de feu dans leur bureau, se dire je dois absolument arrêter l'hémorragie industrielle en France, eh bien, ils le savent et pourtant ils ne bougent pas d'un iota et ils poursuivent dans l'idée qu'il faut rester dans le système de l'Union européenne avec les traités et de l'euro. Et ce qui est le plus agaçant, encore plus que tout, quand je dis agaçant, c'est pour ne pas dire ce qui est de plus à mettre en colère et hors de soi, c'est de constater que les partis prétendus d'opposition, comme le Rassemblement national, Debout la France insoumise, l'extrême gauche, la lutte ouvrière, le NPA, etc., et j'en passe, que tous ces partis prétendus d'opposition, qui sont là pour défendre l'emploi en France et l'emploi industriel, parce que là, il va y avoir des gens qui vont être licenciés à Flins, dans les Yvelines, qui vont être licenciés à Mulhouse. Il va y avoir des centaines de personnes, des centaines de familles qui vont être encore plongées dans le désarroi. Et vous avez des partis d'opposition qui sont là et qui vont dire oui, c'est ton nom, qui vont manifester. Mais la solution de leur problème, qui consiste à sortir des traités européens, à dénoncer les traités européens, à sortir de l'Union européenne, à rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, à imposer, s'il le faut, un certain protectionnisme ici ou là pour protéger l'emploi en France, à bénéficier également d'une monnaie qui se sera dépréciée d'environ 5 à 10% pour redonner de la compétitivité, ce sont les mesures absolument essentielles pour maintenir l'emploi, pour empêcher cette hémorragie industrielle. Eh bien, ces partis d'opposition ne les proposent pas. J'aurais un mot en particulier pour M. Montebourg, dont on a vu il y a quelque temps, j'en parlais déjà la dernière fois, on a vu il y a quelque temps que M. Montebourg est le premier à avoir dit au Sénat où il était interrogé en sa qualité d'ancien ministre du redressement industriel, il a été le premier à dire que l'Europe, ça ne fonctionne pas, que l'Europe nous nuit, que l'Europe est en train de détruire l'industrie et qu'il faut en revenir aux nations. Je n'ai pas rêvé. On vous l'a montré dans l'entretien 79, il y a 15 jours. Et M. Montebourg, il en tire quoi comme conclusion ? Qu'il faut rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Il faut que les Français comprennent, qu'ils aient le courage de comprendre, le courage de réfléchir par eux-mêmes, qu'il faut qu'ils arrêtent d'écouter les médias, les partis dits d'opposition qui ne s'opposent à rien du tout, et que les Français comprennent que c'est désormais une question de survie, non seulement de notre niveau de vie collectif, mais même une survie de notre nation en tant qu'entité souveraine. Voilà ce que je voulais dire sur cette question.